Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakidembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, nous faisons un crypto trading. Et aujourd'hui, c'est la journée qui est consacrée aux cryptos qui offrent un haut degré d'anonymat, de privacité et de confidentialité. Donc, bien évidemment, ce sont des privacy coins et les plus fameux sont le Dash, le Zcash, le Monero et le Verge qui sont les quatre que l'on va analyser dans cette émission d'aujourd'hui. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles et à rente variable. Donc rappelez-vous que votre capital est en risque ici avec le Dash, le Zcash, le Monero ou le Verge. Donc avant de placer un trade ou de faire quelque investissement que ce soit, soyez sûr d'avoir fait vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées sur ces cryptos ici. Rappelez-vous encore une fois, je vous le dis, votre capital est en risque et donc ici, ça c'est votre responsabilité. D'un autre côté, méfiez-vous aussi des publicités mensongères qui vous promettraient des retours sur investissement quotidien, hebdomadaire, mensuel, ainsi de suite, de manière, enfin, des retours faramineux et ainsi de suite. Donc, faites super attention à cela. Et donc, méfiez-vous, encore une fois, redoublez de vigilance. Et encore une fois, les news d'aujourd'hui nous sont amenées par Patrick, Nadi et Johan. Donc, un grand merci à vous pour votre consistance et votre discipline au quotidien et votre sérieux. Donc là, un grand merci à vous. Donc là, on vous en remercie tous. Donc, moi, premièrement. Et donc, voilà, donc bien évidemment, tout ça, ça rapporte de la valeur à tous ceux qui sont abonnés ici au canal Trading Wall Street TV. Donc, venez, nous avons énormément de choses en archive ici qui vont vous permettre de vous orienter, de vous inspirer afin de savoir ce qui se passe, donc les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers. Pourquoi, je le rappelle, le trading il existait avant les cryptos et les cryptos maintenant ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc voilà, donc maintenant on va commencer notre émission. Bien évidemment, tout ce qu'on a ici, tout ce qu'on va regarder, donc tous les articles, tous les graphiques, le tout, vous aurez tout ça en description de vidéo. Donc là, ne vous inquiétez pas pour le partage des liens, comme ça vous allez pouvoir les regarder à votre propre temps et là tranquillement. D'un autre côté, moi vous pouvez me retrouver au www.jtune.com qui est la boîte de consulting et de recherche. Et ici, nous avons pas mal de services et de solutions qui vont pouvoir vous aider dans tout ce qui est initiation au marché financier, solutions de consulting, solutions actives, les rapports trimestriels, les Global Crypto Research et les consulting à la carte. Donc venez ici, vous avez un email de contact et puis vous avez le messaging box ici. Et une fois que votre message est envoyé, au plus vite, je reviens vers vous. Ok, et comme ça, je vais pouvoir voir comment est-ce que je pourrais vous aider. Donc là, maintenant, on y va et on commence tout de suite. Donc maintenant, on va commencer par quoi? On va commencer comme on fait d'habitude, par Coin Checkup. Donc ici, on va prendre quoi? La température du marché. On va regarder la Global Market Cap, comment elle évolue, dominance du Bitcoin et où est le Bitcoin. On va s'assurer que ce sont les prix les plus actualisés. Donc voilà, voilà, on attend un peu. Donc là, vous avez vu qu'on avait dippé en dessous des 7000 dollars. On avait atteint les 6950, 6900 par endroit, c'était les 6875. Et là, maintenant, on est en train de se stabiliser à ce niveau des 7000. Donc on va voir réellement qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Donc vous voyez qu'on n'a pas réellement de puissance au niveau de la hausse et on est là, en train d'osciller entre les 6900 et les 7100 pour le moment. Ça nous donne quoi? Une market cap à 256 milliards de dollars. Donc rappelez-vous, on a les 250 milliards. Donc le Bitcoin va par tranche de 25 milliards. Donc, enfin, pas le Bitcoin, tout l'écosystème, hein. 250 milliards, maintenant c'est notre support. Première résistance, c'est les 275 milliards et la résistance max, ce sont les 300 milliards. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de résistance et de support à ces endroits-là? Parce qu'on voit qu'on peine toujours à passer et se stabiliser au-dessus de ces niveaux. Et lorsque l'on revient, donc si on était plus haut que ces niveaux et qu'on en va à la baisse, on voit que là, on se pose avant de quoi? De les perforer à la hausse ou à la baisse. Enfin, dans ce cas-ci, c'était plutôt à la baisse. On avait les 300 milliards, on a baissé, on est allé au palier suivant qui était les 275 milliards comme support. Et ensuite, une fois qu'on a pu perforer ces niveaux-là directement, vous voyez qu'on s'est stoppé net ici aux 250 milliards. Donc on voit que ce sont des niveaux clés et on se rend compte que c'est quoi? Que ce sont tous les 25 milliards. Tout simplement, c'est quoi? À force de les voir revenir et buter à ces mêmes endroits, ça en fait des zones critiques. Donc voilà. Ça, c'est un simple point d'observation. Alors maintenant, le Bitcoin, il en est où? 7100. 122 milliards de market cap et on voit le patron toujours baissier. Regardez ici comme vous le voyez, donc là on s'est posé, donc on est dans un escalier baissier et ici on est en train de créer une marche et cette marche elle est où? Elle donne sur les 250 milliards de dollars. Donc là on est pile poil à ce niveau-là et vous voyez qu'on continue à être baissier. Mais là c'est juste au niveau horaire, donc on s'est récupéré. Donc si on était dans un niveau de short ici, c'est quoi? C'est juste du short covering. Donc là c'est quoi? C'est récupérer. Donc on va dire pour shorter il faut vendre haut et racheter bas. Là c'est cette phase de rachat et qu'on a vu qui s'est passé durant ces 24 heures. Rappelez-vous, on est toujours dans une tendance baissière, donc c'est un marché qui est toujours contrôlé par les short sellers, donc ceux qui sont à la baisse, ceux qui sont en train de vendre à découvert.
Ouais, il n'y a pas d'acheteurs en gros volume ici. On voit que tout ça, on voit exactement que quoi, ben, ça s'est généralisé dans tout l'écosystème. Donc maintenant, on marque une pause. Donc là, c'est, on fait une trêve et on va voir combien de temps est-ce qu'elle va durer. Est-ce qu'à partir d'ici, les acheteurs vont rentrer et qu'on aille de l'autre côté? Ou est-ce qu'ici, on va encore remettre quoi? On va refaire encore une nouvelle jambe baissière, donc une nouvelle marche vers le bas. Donc là, on verra, mais très probablement, on a beaucoup de tous les signes nous montrent qu'il y a de fortes probabilités, des très hautes probabilités pour que l'on continue à aller plus bas. Alors maintenant, allons décortiquer les cryptos du jour. Donc commençons ici avec les privacy coins. Et quelle est la première que l'on rencontre? Ici, c'est le Monero dans le top 15. On a le Monero ici en 13e position. Son prix, c'est 115,97 $. Market cap 1,8 milliard de dollars. Au niveau 24 heures, on est flat, mais en positif. Vous voyez le patron ici, clair, canal baissier. 14 jours, c'est moins 14%. 30 jours, c'est moins 12%. Et trimestriel, c'est un peu moins de moins 50%. Continuons ici dans le top 15. On a le Dash. Son prix, c'est 203,84 $. Market cap 1,6 milliard de dollars. Au niveau 24 heures, on est flat, mais en négatif. On voit le patron ici, hebdo, c'est quoi? C'est clairement un canal baissier. 14 jours, c'est moins 16,2%. 30 jours, c'est moins 16,2%. Et trimestriel, c'est moins 55,5%. Continuons pour voir les deux dernières. Donc, c'est le Zcash et le Verge. Ici, dans le top 20, on a le Zcash en 19e position. Son prix, c'est 188,38 $. Market cap, on est en dessous du milliard. C'est exactement 852 millions. Au niveau 24 heures, on est légèrement en dessous des... voilà, maintenant, c'est 2,2% à la hausse. Le patron, vous voyez, identique. Mais ici, on voit mieux ce rebondissement. On voit mieux ce canal baissier atteint le niveau du support et l'a redécollé. Donc là, c'est ce que l'on voit dans ces dernières 24 heures. Au niveau des 14 jours, c'est quoi? C'est moins 3%. Mensuel, c'est 10% à la hausse. Et trimestriel, c'est moins 30% à la baisse. Et la dernière crypto, c'est le XVG, donc le Verge. Où est-il le Verge? Je vous parlais aussi de Bitcoin dans laquelle je suis investi, qui est aussi une crypto qui amène un niveau d'anonymat et de privacité. Donc on verra comment est-ce qu'on va commencer aussi à intégrer cela vu qu'elle a fait une entrée forte dans le top 30. Donc là, c'est en fait une crypto avec laquelle on doit avoir pas mal, enfin sur laquelle il faut qu'il y ait pas mal d'intérêt et pas mal de recherche. Et donc là, on va l'intégrer. Donc là, je vais noter cela. Attendez, pour ne pas oublier, je vais noter ça ici. Donc hop là. Comme ça, c'est fait directement. Je mets ça bien en grand ici. Bitcoin. Émission mardi. Puis donc, voilà. Voilà, comme ça c'est noté. Et c'est fait. Et on termine ici avec le Verge, joué dans le top 40 ici. Vous voyez que le Bitcoin a fortement devancé, mais bon, soit, ça c'est ce qui se passe, hein, c'est la compétition. Alors ici, le Verge, c'est 1 cent et des poussières. Market cap, on est à 286 millions de dollars. Dans les 24 heures, on est à 2,3, donc pratiquement un peu moins de 3% à la hausse. Et on voit le patron, c'était une forte baisse. Et ici, vous voyez qu'on est flat au niveau du support et on rebondit légèrement à ce niveau-là. Au niveau des 14 jours, c'était moins 18% à la baisse. 30 jours, c'était moins 27% à la baisse. Et trimestriel, c'était moins 72% à la baisse. Donc là, voilà, nous avons pris la température de tout l'écosystème. Maintenant, on va quoi? On va regarder les pièces informatives. Donc, on a beaucoup d'informations aujourd'hui. Donc, un grand merci à l'équipe, donc Patrick, Nadi et Johan. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va condenser le tout. On va amener un commentaires réellement sur les lignes réellement importantes et ensuite on va aller regarder le price action analysis technique en fin de chaque section d'informations concernant les cryptos du jour. Donc on va commencer avec le Dash et numéro 1 avec le Dash, qu'est-ce que l'on a? Eh ben, ici on a eu quoi? On a le Dashcore Group, le CEO, qui est en train d'expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Donc, il revient un peu sur tous les bons faits exactement du Dash dans, on va dire, le dernier trimestre et tout ce qu'ils ont accompli jusqu'ici. Hein. Donc, il a consacré une interview, il a concédé une interview à Profit and Loss et donc il revient un peu sur tout ce qui est le Dash, tout ce qu'ils ont fait, ainsi de suite et comment ils sont en train d'avancer. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été faites au niveau du Dash. C'est une crypto de laquelle on ne parle pas énormément, avec elle n'a pas réellement ce super engouement, donc il n'y a pas tellement de buzz autour de cette crypto, mais cette crypto a quoi? Comme je l'ai dit, elle est très 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 utile et ses fonctions, ses caractéristiques et ses propriétés, ben là elles viennent, comment dirais-je, elles lui permettent réellement de pénétrer des marchés et d'avoir des cas d'utilité qui sont concrètes. Donc là maintenant c'est quoi? Ben, le CEO revient là-dessus et on voit réellement comment est-ce qu'ils sont en train de... comment dirais-je, de pénétrer différents endroits et de déjà être utilisés. Alors maintenant on va où? On va au Queensland et là qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit que c'est le gouvernement ici de cet état a accepté quoi? Si je ne me trompe pas, c'est en Australie ça, hein. Je pense qu'on avait couvert ça déjà samedi, vu qu'on parlait qu'il y avait ouais, un état australien qui commençait à accepter quoi? Des cryptos, pourquoi? Pour tous les tourismes, pour le tourisme plutôt, pour rebooster le tourisme. Et donc là maintenant, il y a cet état ici. Ce gouvernement local a eu une initiative de quoi? De commencer à accepter pas mal de cryptos pour les paiements
lorsqu'il y a des touristes qui viennent, ouais, en s'associant ici quoi, avec la compagnie Travel by Bit, donc voyager avec et pouvoir payer ben, avec des bits, donc oui, qui comprend bit de Bitcoin. Et donc là maintenant, ouais, qu'il n'y a pas que le Bitcoin, il y a le Bitcoin, Litecoin, Ethereum et le Dash et le NEM qui sont acceptés au niveau des paiements donc dans cette région. Donc là, c'est pourquoi ben, c'est vraiment pour rebooster tout ce qui est économie et par rapport à quoi? À tout ce qui est tourisme. Donc là, c'est une belle initiative. Donc le Dash a pu intégrer cela. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Dash est en train d'exploser fort en Amérique latine. Ça, c'est quelque chose qu'on a, lors de toutes ces émissions de tous les mardis, on est souvent revenu dessus et on voit que c'est une réalité, mais surtout où? Surtout au Venezuela. On voit pourquoi ben, la situation qui est en train de traverser le pays, ben, de plus en plus de marchands et même la population, pas mal d'entre eux sont en train d'utiliser ben, le Dash afin de quoi? Ben, pour des paiements. Pourquoi? Dash, c'est rapide au niveau des paiements, c'est à faible coût et les transactions sont pratiquement instantanées et confirmées pratiquement de manière instantanée. Donc ça, bah, ça en fait une place de choix pour tout ce qui est quoi, bah, commerce. Donc on voit vraiment leur intégration en Amérique latine ici et pas mal de business qui sont en train de le rajouter, surtout, ben, surtout au Venezuela. Donc ça c'est quelque chose de fort et ce sont des chiffres qui sont là et qui sont réels. Donc ça c'est déjà quelque chose de factuel. Maintenant voilà, même chose ou ça, la même situation aussi en Afrique. Donc pour les 54 nations, 54 et un peu plus nations africaines, là vous voyez maintenant c'est quoi? Il y a eu un roadmap du hub en Afrique et c'est quoi? C'est d'aller d'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique de l'Est et commencer à faire quoi? Ben, commencer à voir comment ils vont pouvoir intégrer le Dash afin de quoi? De dynamiser le commerce entre participants, entre particuliers, entre commerçants, businessmen, ainsi de suite. Et donc là, c'est une très belle initiative. Pareil qu'en Amérique latine, bah, ça commence aussi à prendre là-bas. Donc vous voyez que Dash, très 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 bien vu, ben, surtout au niveau du peuple et ils ont pas mal de, comment dirais-je, ils ont pas mal d'initiatives qui aident vraiment. Vous allez voir, il y en a une ici hein, lors de, avec une, enfin, il y a une des news qui revient sur une des initiatives qu'ils ont qui est vraiment ultra importante et ça faisait déjà un bout de temps qu'on en avait parlé mais maintenant ils l'ont concrétisé et donc là on va revenir dessus. Donc ils l'ont matérialisé plutôt, maintenant c'est quelque chose de factuel. Maintenant on va un autre, on reste toujours dans les cas d'utilité du Dash et on va quoi? Ben, paiement accepté en Dash, donc on voit que plus de 1000 fans qui ont participé au festival Island Sound Music Festival. Et là, ils ont pu payer avec quoi? Ben, payer avec du Dash. Donc, encore une fois, ben, des cas d'utilité. Donc, on va venir profiter d'un bon moment lors d'un festival et de pouvoir quoi? Ben, payer exactement en Dash. Donc, ça, c'est quelque chose de fort. Maintenant, on va aux États-Unis. Et rappelez-vous, ça fait déjà un long moment que le Dash et l'Université d'Arizona, comment dirais-je, étaient rentrés en partenariat et en collaboration. Et maintenant, on voit que quoi? Ben, que cela, ça a porté ses fruits. Pourquoi? Parce que maintenant, ils sont en train de continuer ce partenariat-là. Mais pourquoi? Ben, pour faire de la recherche au niveau de quoi? Ben, de l'évolutivité, donc de la mise à l'échelle de la blockchain. Là, vous comprenez que dès qu'on voit scalability, c'est quoi? Permettre d'aller encore plus loin et de faire encore plus de transactions par seconde. Donc, c'est encore beaucoup plus rapide. Donc, travailler sur des cas ici et réellement ben, permettre de mettre réellement la blockchain à l'échelle, donc encore plus rapide. Vous voyez, si on veut vraiment une adoption massive, on a besoin de ça. Rappelez-vous que Dash est là pour des paiements au quotidien. Donc, à ne pas confondre avec Bitcoin. Bitcoin maintenant plutôt, tend plutôt vers tout ce qui est stock de valeur. Donc, stock de valeur comprenez par là hors digital. Mais le Dash, je veux être une crypto qui va remplacer, on va dire, les euros que vous avez en poche. Donc, ça doit être aussi efficace que l'euro que vous avez en poche. Vous voyez, lorsque vous faites un paiement avec du cash, on vous dit, bah tiens, monsieur, ça fait 19,95 €, vous sortez 20 € et boum, et c'est fait. Vous voyez, c'est rapide. Le seul problème que vous pouvez avoir, c'est quoi? Bah, c'est que la personne n'ait pas assez de monnaie pour vous le rendre ou quoi que ce soit. Mais bon, ça, ce sont des choses qui arrivent. Mais dans tous les cas, ben voilà, c'est fait. Ou aussi rapide que lorsque vous sortez votre carte Visa ou Mastercard et vous payez par carte bancaire. Vous voyez, ça, c'est la même chose. Donc là, maintenant, voilà ce que Dash veut le faire. Être vraiment la monnaie de référence lors de nos achats au quotidien. Ouais, donc ça, il faut vraiment comprendre que ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc ici, au lieu de regarder Dash par rapport au Bitcoin, ce serait plutôt regarder Dash par rapport au Litecoin, Dash par rapport au Bitcoin Cash. Là, oui. Mais vous voyez que Bitcoin Cash et Litecoin n'ont pas ce côté anonymat, ce côté anonyme. Et là, bah, c'est une des fonctions que Dash a en plus avec les cryptos que l'on est en train de regarder nous aujourd'hui. Mais surtout Dash, elle, se veut vraiment être, comme dit le nom Dash, c'est quoi? C'est Digital Cash. Donc eux, c'est vraiment cela qu'ils veulent être. Ok, c'est vraiment là-dedans qu'ils veulent taper. Donc il faut vraiment bien comprendre les nuances hein, et ne pas, comment dirais-je, tout confondre. Alors maintenant, on continue avec le Dash et qu'est-ce que l'on a? Voilà, ça c'est ce que je vous disais ici, quelque chose de très fort que Dash est en train de faire. Ils ont lancé Dash Text. Pourquoi? En gros, c'est pour permettre des paiements avec les cryptos, mais ils ont pensé quoi? Ils ont pensé à des personnes qui sont dans des endroits, on va dire, pas assez développés, où on va dire beaucoup de personnes n'ont pas encore accès à un smartphone. Pour avoir votre smartphone, c'est là que vous allez avoir votre wallet, ainsi de suite. Maintenant, on se dit, ben non, nous, on veut développer l'économie. On veut que tout le monde soit capable de participer et on veut voir des cas d'utilité concrets. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour
faire en sorte qu'une personne qui n'a pas un smartphone, mais qui a un téléphone, un GSM normal, donc un téléphone mobile normal, qui puisse utiliser cela, envoyer, recevoir de l'argent et être un acteur économique et participer à l'économie. Et ben quoi, ben en le mettant maintenant par SMS. Donc ça, c'est une chose de laquelle ils étaient déjà en train de développer ça. Donc ils en avaient déjà parlé, on l'avait vu dans les vidéos qu'on avait partagées ici dans les trimestres passés. Donc je pense que déjà depuis le début de l'année, ils sont en train de travailler dessus. Et maintenant, ben voilà, ben là, c'est là. Donc là, ben, ça, c'est quelque chose de super, super fort. Donc maintenant, on va permettre d'envoyer, de recevoir des paiements avec quoi? Ben, vous voyez le SMS Wallet. Donc ça, c'est quelque chose de super, super fort. Et donc là, ça ouvre encore quoi? Les portes de l'adoption, vu qu'il y a des personnes qui sont exclues. Simplement du fait qu'il n'est pas un dispositif intelligent, donc un smartphone, tablette, tout ce que vous voulez. Maintenant, avec un simple téléphone, comme pas mal de personnes en ont dans des pays sous-développés, pays du tiers-monde, et ainsi de suite, dans des zones pareilles, donc Amérique latine, Afrique et d'autres pays du sud, est Pacifique, ainsi de suite, ben voilà, maintenant, avec un simple téléphone et un simple SMS, on est là et on est parti. Donc, ouais, que ça, c'est quelque chose de super, super fort. Et là, maintenant, il y a une vidéo de l'équipe qui s'était chargée de cela, donc une interview ici. Et là, ils reviennent dessus. Hein. Vous voyez, de First SMS Wallet Service exclusively for Dash. Donc là, ils en parlaient. Ben maintenant, voilà. Maintenant, c'est là et c'est fait. Donc là, maintenant, on va voir comment on verra les impacts de cela. Donc super super belle initiative et là c'est ce genre de choses que l'on veut voir. Donc Dash réellement ben, très bien, ils avancent lentement mais sûrement mais les choses sont factuelles. Nous c'est ça qu'on veut voir, les choses factuelles. Alors maintenant qu'est-ce qu'on a? Bon, on voit que Dash, malgré ce bear market dans lequel on se trouve, on voit que le nombre de masternodes sont montés et le nombre de marchands qui commencent à accepter réellement ben, des paiements en Dash est en train d'augmenter. Et principalement, vous voyez, l'Amérique latine et ensuite en Afrique. Donc là, ça continue réellement à monter de plus en plus. Et donc là, ils ont amené pas mal de chiffres. Hein. Et normalement, d'ici peu de temps, ils vont faire leur vidéo où ils publient de manière trimestrielle. Donc on va pouvoir voir le tout en chiffres. Donc là, ben, voilà, ça c'est quelque chose de magnifique. Mais vous voyez que là, ça continue à arriver. Donc là, on comprend pourquoi cette crypto est dans le ranking du top 20 et pourquoi est-ce qu'elle continue à faire parler d'elle. Maintenant, qu'est-ce que l'on voit? On voit que Dash maintenant bah, vient d'avoir quoi encore un autre partenariat avec Thrive Chain et c'est pour permettre quoi encore ici? C'est pour permettre à Dash d'être intégré dans une plateforme de paiement qui s'appelle BizStore. Donc c'est encore quoi au niveau du commerce. Donc intégrer cela dans des points de vente et permettre quoi? Que les paiements soient, de permettre de procéder aux paiements, donc aux transactions via quoi? Bah, via Dash en plus d'autres choses qui sont en train d'offrir. Donc là, ça continue. Donc là, c'est quelque chose de... On continue l'intégration du Dash. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? On a encore une autre news, et ça c'est cool vu que celle-ci elle est en français, donc ça va être beaucoup plus simple pour toute notre audience ici. On voit que quoi que Dash poursuit son élargissement dans les marchés des capitaux avec des collaborations avec TradeCore et BlockCypher. Donc là, bah, qu'est-ce qu'on a? On va lire rapidement ici ce que l'on a. L'entreprise de logiciels de courtage TradeCore s'est associée à Dash et BlockCypher, le fournisseur de solutions de blockchain, pour offrir aux fournisseurs de services financiers et au secteur du marché de capitaux la possibilité d'envoyer, recevoir et détenir des Dash. Donc vous voyez que maintenant que Dash était incorporé là-dedans. Maintenant, on va voir quoi? Bah, le CEO lui-même qui en parle, donc Stéphane Pashkovitch, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons choisi Dash pour être l'un des premiers actifs digitaux soutenus sur notre plateforme parce que parmi tous les réseaux de chaînes de blocs, c'est celui qui dispose des frais les plus bas et des transactions les plus rapides. Et donc ça, c'est une chose qui est vraie et qui est 100% vérifiable et c'est factuel. Donc voilà. Maintenant, continuons et on va quoi? On va Fidelity Investment et on voit que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le rentrer dans quoi? Bah, dans les cryptos aussi. Donc Fidelity Investment, c'est un fonds principalement où on met, imaginez-vous, bah, les fonds de sécurité sociale, les fonds de pension, et ben c'est Fidelity qui a le tour. Donc ici, vous avez leur page internet, comme ça vous allez pouvoir voir c'est quoi fidelity.com. Et donc là, vous voyez exactement tout ce qu'ils font. Hein. Voici du planning et pas mal de choses. Mais planning, pourquoi? Bah, pour tout ce qui est votre retraite, et ainsi de suite. Donc ce sont tout ça, tout ce qui est fonds de pension, et ainsi de suite. Donc c'est un gros, gros, gros fonds aux États-Unis. Et donc voilà. Donc maintenant, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Bah, ouais, que quoi que Fidelity fait son entrée dans le marché des placements des crypto-monnaies en achetant 15% d'actions d'une société Dash. Donc c'est Dash Neptune, ouais, non, Neptune Dash plutôt. Et cette société-là, bah, déjà, avant d'être lancée, elle commençait à faire le tour des grosses entités afin de chercher du financement. Et ben là, ils ont été surpris de voir quoi? Un retour de, comment dirais-je, de Fidelity et qui est venu chez eux en achetant des bons convertibles. Hein. Donc des bons qui sont convertibles en actions, des bons convertibles en quoi que ce soit. Et donc ici, il explique exactement bah, ce qui s'est passé. Donc là, c'est la personne qui est à la tête de Neptune Dash qui explique exactement bah, tiens, l'intérêt de Fidelity qui ont acheté de plus en plus de stakes petit à petit jusqu'à arriver maintenant à pratiquement 15% de participation dans Neptune Dash. Donc là, bah, voilà. Vous voyez que là maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Ce sont des grandes institutions qui commencent à s'intéresser et qui commencent à acheter des participations. On voit que ce n'est pas des choses qu'ils font du jour au lendemain. Ils étudient bien le marché et ils voient là où il y a des opportunités. Donc vous avez vu que Dash
leur apporte une opportunité. Là, avec leur position et le nombre, ce qu'ils viennent d'acheter, ça leur donne plus ou moins une position de masternode aussi. Mais ici, eux, sans pour autant faire des tâches de masternode, juste acheter des participations, comment dirais-je, au niveau de la compagnie. Donc ça, c'est ultra, ultra intéressant. Alors maintenant, on a vu tout ce qui avait à voir avec le Dash. Maintenant, on va regarder le price action et l'analyse technique. Voilà, excusez-moi, je bois un petit coup là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que l'on voit? Bon, on voit le prix du Dash ici, vous voyez, c'est en vert, hein, donc ce sont les 204 dollars. Avec les deux lignes que vous voyez ici, 202 et les 149, donc pratiquement les 150 et les 200 dollars, ce sont les deux lignes horizontales que l'on a ici en doré. On voit que malgré tout ça, qu'est-ce qu'on voit? On est toujours dans ce sell side. Mais sell side assez particulier. Pourquoi? Depuis les hauts max que l'on a, vous voyez cette directrice de tendance, on est là, accompagné par les moyennes mobiles. Donc on a vraiment une double pression, hein. Déjà numéro un, on est ici au niveau du sell side. Là, on est sorti pratiquement du sell side, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez qu'on est toujours en zone de sous-évaluation. Pareil que là. Maintenant, on est hors de la zone du sell side. Bon, si on relie ces deux points, donc si je relie ce haut avec ce point pivot là, vu qu'ici aussi on a pivoté pour aller à la baisse, on est encore une fois dans le sell side, donc on retourne à la baisse, mais on est dans une zone de quoi? De range. Donc c'est quoi? Dans un mouvement horizontal, on ne va nulle part. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une particularité ici, il faut remarquer quelque chose que l'on doit souligner. Et c'est quoi ce qu'on remarque? On voit la moyenne mobile de 52 semaines ici. Donc réellement, on doit dominer tout ceci avant réellement de se dire haussier. Donc vous voyez qu'il faut beaucoup de fuel pour pouvoir arriver au-dessus de ce niveau. Donc vous voyez que ce sont les 400 et les 500. Donc réellement, on ne peut pas se dire haussier tant qu'on n'est pas au-dessus des 500. Donc on peut quoi? Jouer au ping-pong ici, vous voyez, entre résistance, support et ainsi de suite. Là, on est sur la zone de support. Et qu'est-ce que l'on a? On a la moyenne mobile ici de 104 semaines. Donc là, c'est quelque chose de ultra important. Et plus le nuage de moyenne mobile que l'on a. Donc on est vraiment en dessous des bas, déjà des bas annuels de 52 semaines. Mais là, 104 semaines, c'est le double. Donc ça fait vraiment 2 ans. Ici, on est sous ces bas. Et on n'a pas l'intention de se bouger de là. Vous voyez qu'il n'y a pas de fuel, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien réellement qui nous montre une configuration haussière à l'horizon. Pour le moment, on voit une longue zone de consolidation, mais ici toujours en zone de sous-évaluation. Et maintenant, vous voyez à partir de ce niveau-là, qu'est-ce que l'on fait? On voit qu'on tire vers le bas. Donc ici, on va vraiment aller valider quoi? Les 200 dollars et ensuite les 150. Donc ça, c'est ce que l'on a réellement dans la ligne de mire. D'un autre côté, on voit bien que quoi? On se maintient toujours en zone de sous-évaluation. Donc avec tout le bien qui est en train de se passer avec le Dash, ça en fait quoi? Ça en fait une zone et un moment clé pour de l'accumulation. Et d'un autre côté, si on continue à baisser, des shorts. Rappelez-vous, ici, il y a trois choses à faire dans ce type de marché, dans un bear market. Ou je ne participe pas parce que je ne sais pas comment accumuler et je ne sais pas comment shorter. Ou je short, vu que ici, comme on le voit, ça va clairement vers le bas. Donc on profite de ça et de ça. On a des longs cycles de short. Ici, compliqué. Donc là, si vous êtes dans l'intraday, mais compliqué. Mais moi, j'aime bien ce genre de long mouvement. Je laisse travailler l'argent. Donc, je n'ai pas besoin d'être scotché à mes écrans. Là, je suis dedans. Là, je suis dedans. Là, je suis dedans. Et d'un autre côté, c'est quoi? Pendant que je vois cette baisse, j'accumule. Pourquoi? Vous voyez que là, pour le moment, on est toujours dans le sell side. Mais dès qu'on ressort, vous voyez ici, on a cette espèce d'escalier baissier. Mais après, on aura un escalier haussier. Mais là, ça peut prendre du temps. Vous voyez ici, on peut rester longtemps dans cette zone et dans cette base. Mais on voit le Dash continuer à être intégré partout. Vous voyez qu'on a les fondamentaux qui accompagnent et aussi des cas d'utilité concrets. On voit le Dash être là en train d'être adopté. Donc c'est quoi? C'est aussi une adoption massive pour les cryptos. Ça ne bouge pas. Cette technologie blockchain amène des solutions. Et ici, on a vu que c'est quoi? Des solutions au niveau de paiement. D'un côté de stock de valeur, rappelez-vous, il y a un stock de valeur comme étant mon compte d'épargne. Mais ici, il y a un stock de valeur dans quoi? J'utilise un moyen de paiement qui est beaucoup plus fiable que mon Bolivar. Mon Bolivar, avec l'inflation, l'hyperinflation qu'il y a eu, c'est une monnaie qui est 100% dévaluée. Donc, comment est-ce que j'évalue maintenant, je sais pas moi, une baguette de pain ou un litre de lait? Mais d'un autre côté, j'ai quelque chose qui me permet d'être un outil pour me permettre de quoi? De faire des échanges au quotidien, donc de participer à l'économie, donc payer pour des biens et des services, et qui stocke la valeur de ce que j'ai. Donc si j'étais payé 1000 dollars, ça ne va pas être dévalué à cause de l'hyperinflation. 1000 dollars, il y a la fluctuation peut-être dans le Dash, mais au moins j'ai quelque chose qui me permet de mesurer cela. Donc une des fonctions de la monnaie est être une unité de compte. Donc je peux compter avec ça, c'est fongible, ce qui fait que je peux donner, je peux payer 10 Dash. Ouais, un exemple, hein, quelque chose coûte 8 euros, j'ai donné un billet de 10 euros, on m'en rend 2. Donc c'est ça en fait. Donc ça c'est très 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 important, donc c'est divisible. Donc là je peux le faire avec le Dash. Donc ça me permet de continuer à participer à l'économie. Donc d'un côté, il ne faut pas oublier qu'il y a deux propriétés dans ce qu'on appelle stock de valeur. Stock de valeur d'un côté comme le gold qui me permet de maintenir mon pouvoir d'achat et lutter contre l'inflation. Donc ça c'est plutôt pour du long terme comme un compte d'épargne. Mais d'un autre côté un stock de valeur qui, moi, lorsque j'ai eu mon salaire, que mon salaire de 1000 dollars ne soit pas dévalué fortement à cause de l'hyperinflation et que mes 1000 dollars ne me donnent accès qu'à un pouvoir d'achat de 100 dollars par exemple.
Et ça, c'est la fonction aussi d'une monnaie, au niveau aussi du stock de valeur. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre au niveau des politiques monétaires et savoir quelles sont les fonctions des monnaies ici. Et là, le Dash, avec les promesses de crypto et de la blockchain, est en train de remplir ses fonctions et ça permet à des économies de continuer comment dirais-je, à continuer à fonctionner, surtout au niveau de la population. Donc c'est ultra important de voir cela, mais c'est bien fait là, ben voilà, arrivera un jour et un moment où les fondamentaux seront en convergence avec ce qui est technique, donc au niveau du prix, et ensuite ça ira, tous les deux iront dans la même direction. Et que maintenant, on s'attend tous à quoi? À revenir dans un bull market. Mais il y a cette phase par laquelle on doit passer, parce que c'est comme ça fait partie des cycles, et ces cycles, tout actif passe par ces cycles-là. Et là maintenant, on y est ici au niveau des cryptos. Donc ici, c'est quoi? C'est un jeu de patience, c'est un jeu psychologique et savoir comment être bien diversifié et comment être bien, savoir saisir les opportunités. Et bien évidemment, c'est quoi? Ici, c'est sur base des analyses. Donc rappelez-vous, hein, il y a regardez le documentaire, je le mettrai en lien en fin d'émission ici. La chaîne de valeur, regardez bien ce qui est fait, donc au niveau des analyses, de la stratégie et tout ce qui va avec. Et on ne cherche pas des opinions, mais on doit avoir des thèses qui nous donnent quoi? On nous amène à une conclusion. Que fait-on? J'achète, donc j'accumule ou je short. Point. Ou je ne fais rien. Tout simplement, c'est ça. OK? Donc ici, voilà pour le Dash, on s'attend à voir des prix légèrement plus bas vu que la hausse, il faut pas mal, beaucoup de volume afin de revenir haussier. Mais pour le moment, on se maintient dans cette zone ici de sous-évaluation. Donc là, on est toujours là. Donc là, en tête, on a quoi? Les 200 dollars et les 150 dollars si on continue à aller plus bas. OK? Si on se retourne, bah, vous voyez qu'il faut beaucoup de fuel pour être au-dessus de la moyenne mobile de 52 semaines. Donc c'est minimum être en dehors de cette zone ici et c'est être au-dessus des 500 dollars. Donc voilà pour le Dash. Maintenant, on continue avec le Zcash. Et qu'est-ce que l'on voit? Ben, Zcash ici, numéro 1, on a le Zcash Community Update. Donc tout ce qu'ils ont fait de bien dans le dernier trimestre. Donc là, la team qui revient sur tout ce qu'ils ont accompli, sur tous ceux qui sont en train de travailler au niveau de développement de l'infrastructure et tout ce qui va avec, ainsi de suite. Tout ce qui a été accompli et quels sont ici ouais, les goals. Donc c'est quoi les buts, les prochains buts à atteindre. Donc là, ben voilà, ça continue. Donc là, je vous laisse ça, comme ça vous allez pouvoir le voir. Et nous, on va se focaliser un peu sur les news. Maintenant, on va en Grande-Bretagne et qu'est-ce qu'on voit? On voit au London Stock Exchange et qu'est-ce qu'on voit? Il y a la première IPO. Donc IPO, c'est la manière classique de rentrer en bourse. Donc Initial Public Offering, donc IPO. À ne pas confondre avec ICO, qui est vraiment dans ce nouveau monde de crypto blockchain, qui est Initial Coin Offering. Mais ici, c'est quoi? Public Offering de quoi? D'une action qui va être listée, tradée publiquement au London Stock Exchange. Et on voit que quoi? Ben, il y a une compagnie qui est rentrée dedans, c'est Argo. Et cette compagnie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, ici, on va définir un peu ce que c'est cette compagnie. Donc, vous avez leur page ici au niveau de, comment dirais-je, de Crunchbase. Et c'est une compagnie qui fait de mining as service. Donc, elle offre des services miniers. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous que vous n'avez pas assez d'argent pour acheter un ASIC, dispositif ASIC de Bitmain ou assez d'argent pour vous concocter votre propre mining rig, donc acheter des GPU, ainsi de suite. Donc c'est coûteux. Maintenant quoi? Ben, cette compagnie-là, elle loue de la puissance de minage. Donc tout simplement, vous pouvez faire cela. Et maintenant, ben, quoi? La puissance de minage qu'elle vous loue va vous permettre de miner, je crois il y avait quatre cryptos, hein. C'était Bitcoin Gold, Bitcoin je ne sais pas quoi, et bien évidemment, il y avait le Zcash dedans. Donc attendez, ils le disent ici quelque part. Ah bah voilà, voilà, ça vous permet de miner l'Ethereum classique, le Bitcoin Gold et le Zcash. Voilà. Donc ça, c'est l'initiative de cette compagnie. Donc là, ben voilà, tous ceux qui veulent se lancer dans l'activité minière, j'ai pas assez pour m'acheter ci, ça, ben là, je peux louer du power pour pouvoir miner. Et donc là, voilà, c'est pour ça que elle est dans la catégorie Mining as a Service. Donc là, voilà, Argo. Et maintenant, la compagnie est publique. Maintenant, on va où? On va à Coinbase et on voit que Coinbase est en train d'explorer quoi? Ce qu'on appelle un custody. Mais c'est quoi un custody? Rappelez-vous, il y a une différence entre lister un actif et offrir du trading, donc offrir un marché pour un actif. Et ici, c'est le custody. Custody, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste quoi? C'est juste une sauvegarde. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis un investisseur accrédité ou une institution. On aime le EOS, par exemple, ou on aime le Zcash. Et imaginez-vous le Bitcoin Gold, une crypto qui n'est pas listée, donc qui n'est pas, pour laquelle Coinbase ne crée pas de marché, donc, il n'y a pas de trading pour cela, mais elle dit, bah, tiens, toi, si tu l'aimes bien, bah, moi, je te donne un service de quoi? Bah, de sauvegarde. Tu peux venir le stocker chez moi, ça va être stocké en sécurité. Et donc, ici, il y a pas mal de cryptos et, avec lesquels bah, ils sont en train de regarder comment dirais-je, l'opportunité bah, de pouvoir commencer à offrir ce genre de service. Et bien évidemment, bah, vous aurez compris que dans tout ce qu'ils sont en train d'étudier, bah, il y a des cryptos comme le Zcash, ainsi de suite, qui apparaissent. Donc là, bah, voilà. Alors maintenant, on continue et on va où?
On va à BitHump et BitHump a eu un léger problème au niveau des retraits et des envois d'argent et maintenant bah, ça a été réouvert mais uniquement pour quelques cryptos et on voit que quoi bah, là les cryptos pour lesquels on peut donc dire sortir de l'exchange et rentrer dans l'exchange bah, c'est uniquement bah, les cryptos que vous voyez ici et il y a le Zcash encore dedans. Donc ça c'est juste une news au sujet d'un problème technique au niveau d'un exchange. Maintenant on continue. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que quoi que Liberal Coins, donc un exchange, maintenant qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ben, ils viennent d'offrir quoi? Ben, au niveau des cryptos privés qu'ils offraient, ben, maintenant ils viennent de rajouter de listing de quoi? Du Zcash. Donc ça c'est toujours excellent pour une crypto d'avoir quoi? Encore beaucoup plus d'exposition. Alors maintenant, ça c'est tout pour le Zcash. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller à l'analyse technique, on va regarder ce qui se passe ici. Donc on va revenir là-dessus. Et ici, pourquoi est-ce que ça traîne? Vu que ça ce n'est qu'une capture écran. Attendons. Voilà, il y a un petit problème de l'autre côté. La capture écran ne voulait pas se charger. Donc ici, voilà, on est revenu rapidement à Investing en passant par Google Chrome. Et comme ça, ici, on peut avoir le graphe et analyser ce qui se passe. Donc nous, qu'est-ce qu'on voit? Maintenant, on voit qu'on est au 190 exactement. On est en train de redécoller. On voit qu'on était ici en zone de sous-évaluation. Oui, on était posé exactement au même endroit, donc exactement sur le même support, la région des 190 dollars. Et là, on redécolle à ce niveau-là. Donc, on voit qu'on a une forte baisse, on a tenté d'aller plus bas. Et ici, on n'a pas eu de continuité ici, mais par contre, on a un retournement. Maintenant, ça ne fait que commencer, ce n'est que le début de semaine. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ici? Ça veut dire que on ne doit pas être très trop euphorique, hein. Donc, on doit toujours rester sur nos gardes et toujours rester vigilant. Donc, qu'est-ce que l'on voit ici? Ben, on voit ça. Numéro 1, vous voyez qu'on a atteint la moyenne mobile de 4 semaines et on a un grand spread, hein. Donc 4 et 8 semaines, donc 4 semaines ici, 8 semaines là en bleu-gris, 13 semaines ici, 21 semaines. Donc le gros c'est quoi? C'est voir si on va pouvoir repasser au-dessus des 200. Vous voyez 200 dollars, c'est plus ou moins quoi? Les 50% de cette bougie ici. Donc si on arrive à perforer ce niveau-là, se maintenir au-dessus, le spread après, ça va être quoi? Bah, de commencer à combler les gaps que l'on a entre les moyennes mobiles. Vous voyez, plus ou moins comme ce qu'on avait ici. Mais là, maintenant, c'est quoi? Bon, on doit avoir pas mal de fuel déjà pour sortir de la zone de sous-évaluation, revenir en sell side, donc ici à cheval entre sell side et buy side, et avoir une divergence, être au-dessus de ce niveau-là et revenir haussier. Vous voyez, pour le moment là, on a déjà eu pas mal de tentatives qui ont été échouées. Donc là, maintenant, ça va être exactement les mêmes niveaux, hein. Donc 200 dollars, les 220, les 240 ici, et ici, les 300 dollars. Et ensuite, réellement, être bien plus haussier. Maintenant, lorsqu'on voit ça, on comprend que quoi? Bah, que nous, on est tout simplement en train de jouer au ping-pong dans cette zone ici. Vous voyez là, ici, ce point pivot là. Là, on avait les pointeurs. Là, on a perforé ça à la baisse. Donc maintenant, ça, c'est notre résistance. Donc résistance, support, résistance, support ici. Et maintenant, quoi? On s'attend à pouvoir faire ceci. Hop là, revenir là vers la zone de quoi? Bah, vers la zone de résistance. Si maintenant, c'est encore une tentative échouée, bah, on reviendrait là. Ou maintenant, quoi? Aller plus bas. Maintenant, on peut voir quoi? Qu'on commence réellement à se stabiliser à ce niveau-là, mais on doit faire attention. Vous voyez que là, on est toujours sous dominance ici des short sellers. Donc, on pourrait toujours aller plus bas. Donc, ça va faire quoi? Ça doit faire partie des probabilités que l'on a, donc des scénarios que l'on a. Qu'est-ce que je fais? Bah tiens, si ça va plus bas. Donc là, par rapport à ça, on doit réévaluer notre positionnement et réajuster notre stratégie. 1, si on est en train de shorter. 2, si on est en train d'accumuler. Et 3, bah, si on ne fait rien, on ne fait rien, on regarde. Ok. Donc là, voilà, ici pour le Zcash. Donc il y a pas mal de choses ici qui vont se passer. On va regarder l'écosystème en général. Et donc maintenant, voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Revenons maintenant aux news. Donc on a donné le Dash, on a fait le Zcash. Et vous voyez ici, voilà, ça ne veut toujours pas charger, mais c'est pas grave, on va continuer. Maintenant, on va au Monero. Maintenant, on va où? On va au Japon. Rappelez-vous, depuis le hack qu'il y avait eu à CoinCheck, donc un hack qui était vraiment monumental, hein, un gros hack qui avait eu plus ou moins de 500 millions de dollars qui était parti principalement avec du NEM. Et qu'est-ce qu'il y a eu après? Ben, sortir directement de là vers quoi? Donc, à hacker le NEM et d'autres cryptos, mais c'est le NEM qui avait vraiment payé les frais. Et après de là, c'est quoi? Aller vers les cryptos anonymes. Donc tout ce qui est Monero, Zcash, ainsi de suite et tout ça. Depuis là, ben, pas mal d'exchanges ont signé une espèce de pétition pour dire, bah, tiens, on va bannir ces cryptos de cet exchange. Et d'un autre côté, avoir quoi? Ben, oui, de créer le Japan Virtual Currency Exchange Association. Donc c'est quoi? 16 exchanges qui se sont mis ensemble. Pourquoi? Ben, pour faire une ensemble de règles et, comment dirais-je, d'ensemble de règles et de tenues. Donc une organisation qui allait s'auto-réguler et présenter cela aux autorités
sociétés japonaises. Surtout déjà, vous voyez que ça s'est intensifié après ce qu'il y a eu après ce hack. Donc là, voilà, ce sont des choses qui sont en train de se mettre en place et maintenant, ça se concrétise et ça avance de plus en plus. Alors maintenant, on va rester avec le Monero et le Monero a toujours ses problèmes. Rappelez-vous, la semaine passée, j'ai fait une émission spéciale privacité et données, donc data. Et là maintenant, vous voyez que ce sont toujours des cryptos qui sont fort, fort, fort attaqués dans les médias. Et ici, on va quoi? On va au Brésil. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Un nouveau crypto-jacking passant par quoi? Par des routeurs. Vu qu'ils s'étaient rendu compte que quoi? Il y a une similitude entre ce qui est employé pour pouvoir... Oh là, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a eu un problème ici au niveau d'un certain routeur et des hackers ont pu commencer à passer par ces routeurs-là et, comment dirais-je, continuer à faire quoi? Continuer à miner du Monero à l'insu de quoi? Des utilisateurs, hein, toujours en passant par le fameux Conhive, donc ce script-là qui s'installe sur votre ordinateur et qui permet quoi? De miner du Monero sans que la personne s'en rende compte. Et là maintenant, voilà, ils ont découvert un nouveau filon, une nouvelle manière de pouvoir rentrer par là. Et c'est quoi? Il y a un problème de vulnérabilité ici au niveau des routeurs de micro-tick. Donc là, voilà exactement ce qui s'est passé. Donc là, voilà, dans l'article, on revient réellement dessus. Mais vous voyez que là, rappelez-vous, comme je vous disais, il y a des bonnes choses dans la technologie, mais il y a toujours des mauvais acteurs, donc des criminels qui vont utiliser cela et aller tirer avantage de cela. Donc là-bas, ça continue encore une fois. Et ici, beaucoup de cas au Brésil. Donc je crois qu'il y avait plus de 200 000 personnes. Il y a un article un peu plus loin qui revient sur le nombre exact de personnes. Voilà, 200 000 victimes ici à cause de ce nouveau malware. Donc ça continue toujours à travers le routeur. Et ici, ils vont un peu plus loin au niveau technique, expliquer exactement qu'est-ce qui fait que ça a pu être fait. C'est par rapport à l'aspect technique, donc comment ce routeur est construit et il a une pièce qui est similaire enfin une pièce qui est un point d'entrée. Et là, voilà, il suffit juste de bien programmer, comment dirais-je, le malware. Et une fois que le malware est entré, voilà, ça déploie le script et ça mine à votre insu en utilisant quoi, la puissance CPU de votre ordinateur. Donc là, voilà, donc ça continue encore quoi, près de 200 000 personnes, 200 000 victimes. Alors maintenant, on continue. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a? Maintenant, il y a encore eu quoi? Il y a encore eu un problème ici. Donc, il y a eu un problème au niveau de quoi? Des wallets. Ouais, un exchange encore s'est fait hacker. Et un problème quoi? Au niveau du wallet dans lequel étaient maintenus les Monero, donc les XMR. Et maintenant quoi? Encore une fois, un autre vol. Donc là, ça continue toujours comment dirais-je, à se perpétrer. Donc, il y a toujours ce genre, comment dirais-je, de vols qui ont été faits. Mais ici, il y a une particularité. Le wallet avait un problème et maintenant la vulnérabilité qui a été détectée par les hackers, c'était quoi? De faire des transactions frauduleuses. Donc doubler le volume de transactions et une fois qu'il y a un problème, on ne sait plus reconnaître les transactions bonnes des mauvaises, le hacker lui le sait et en profite pour dégager. Donc là, voilà, c'est un gros, gros, gros problème. Et ça continue encore. Rappelez-vous, comme j'ai toujours dit, même pas comme j'ai toujours dit, c'est quelque chose de logique. Au fur et à mesure où la technologie continue à se développer, les hackers auront accès à la même technologie. Vous voyez, c'est comme avoir un couteau. Vous pouvez vous servir d'un couteau pour cuisiner et vous aider à manger, un couteau fourchette, mais d'un autre côté, avec un couteau, on peut faire du mal à d'autres personnes. Donc tout simplement, c'est ça. On peut s'en servir comme une arme et une arme pour faire du tort à d'autres. Et ici, c'est pareil. On a la même technologie, mais d'un autre côté, d'autres s'en servent. Pourquoi? Pour faire ce genre de choses. Lorsqu'ils ont détecté un glitch, donc un problème, donc une faiblesse au niveau, comment dirais-je, de l'infrastructure de l'exchange. Et donc là, voilà. Donc ouais, que là, maintenant, il y a ce gros problème ici de sécurité. Maintenant, tout ça, lorsqu'on voit ça, c'est quoi? Vous voyez que ces cryptos sont toujours attaqués, mais d'un autre côté, la crypto, elle développe, la technologie qui est en train de développer, mais c'est un problème de sécurité de toute l'infrastructure. Et donc là, c'est quelque chose qui doit être solide. Donc ici aussi, ça va faire quoi? Ça va ramener des nouveaux business models au niveau de quoi? De la sécurité. Donc il y a des gardiens. Vous voyez qu'on a des gardiens Securitas au Carrefour, dans toutes les grandes surfaces. Maintenant, il faudra des gardiens pour garder, dans le monde digital aussi, il faudra des gardiens maintenant, pour surveiller les entrées et les sorties au niveau des exchanges. Donc là, il y a toutes ces choses-là qui doivent être mises en place. Pourquoi? Rappelez-vous que là, maintenant, il n'y aura pas de grandes entreprises qui vont vraiment passer une grande portion de son business model dans le blockchain et dans comment dirais-je, dans ce monde, dans cette infrastructure blockchain. Pourquoi? Pour des problèmes de vulnérabilité au niveau de la sécurité. Donc là, il faut savoir qu'on est toujours c'est là qu'on voit qu'on est toujours dans ce moment, dans cette phase embryonnaire. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Ok, donc là voilà, on revient ici dessus sur ce problème de wallet. Donc c'est une deuxième news qui rapporte la même chose mais qui va un peu plus loin dans l'aspect technique. Et maintenant, on fait quoi? On continue ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Monero est en train va adopter le Kovri.
qui est un projet qui va encore permettre de quoi? De booster encore plus sa privacité. Donc là, ils reviennent dessus, le pourquoi du comment. Et le Covry, si je ne me trompe pas, ça fait depuis 2015 qu'ils sont en train de travailler dessus. Bon, voilà, voilà, exactement, c'est ça. Depuis 2015, ils sont en train de travailler dessus. Et maintenant, ils sont en train d'améliorer cette implémentation. Et ça fait quelque chose de très particulier. C'est quoi? Ben, c'est que ça brouille la reconnaissance géographique. Donc, moi, je suis en Espagne et là, j'ai mis une transaction. Ben, juste le fait de pouvoir connaître la localisation géographique de la transaction, c'est quoi? Ben, on va pouvoir commencer une recherche. Donc, imaginez-vous s'il y a une personne malicieuse ou, comme on dit ici, un gouvernement ou une tierce partie malicieuse qui voudrait savoir beaucoup plus d'informations, ben, ils peuvent commencer à lancer leur recherche à partir d'un point géographique. Donc, si je dis, bah, tiens, on sait que Serge est là-bas, donc on va commencer à regarder tout ce qui se passe. On voit un peu ses habitudes, comment est-ce qu'il bouge à travers l'Espagne. Mais bon, là, on va essayer de le géolocaliser. Donc maintenant, vous voyez que là, maintenant, c'est quoi? Là, cette technologie va permettre d'enlever cela. Donc de brouiller cela, donc on ne puisse pas me géolocaliser. Donc là, voilà. Donc ça, c'est un truc en plus. Et comme ils disent, c'est ça, un pas en plus. Et ils revendiquent cela. Pourquoi? Parce qu'ils disent que l'anonymat, c'est un droit auquel tout le monde a droit. Mais bien évidemment, c'est quoi? Ça fait partie de la privacité, qu'on ne puisse pas me géolocaliser. Et ça, pour eux, c'est ce qui se passe. Et c'est un droit que l'on a. Et c'est quelque chose qu'on revendique si réellement on soutient ce qu'est la décentralisation. Comme on dit ici, hein, c'est un respect de la décentralisation. Donc, c'est la nature réelle de la décentralisation. Donc là, voilà. Donc, on doit avoir accès à cela. Vous voyez que ce ne sont pas les seuls à défendre cela. Charles Hoskinson aussi du Cardano, donc du UHK, défend la même chose, là au niveau de la privacité. Donc, c'est privacité dans tout. On ne doit pas savoir où ce que j'ai, où je le dépense, comment je le dépense et quand je le dépense. Donc le où je le dépense, c'est la géolocalisation. Donc ça aussi, ça doit être quoi? Je dois avoir aussi une option d'anonymat par rapport à cela. Enfin, d'anonymat de privacité, de confidentialité. Alors maintenant, on continue à quoi? Encore un autre malware, et c'est le Zombie Boy qui, celui-là, une fois qu'il s'est introduit, permet quoi? Selon des études, hein, ça a permis aux hackers de faire plus ou moins 1000 $ par mois grâce à ce software malicieux. Donc là, voilà, ouais, que ça continue encore. Et encore une fois, c'est quoi? Bien évidemment, une fois que c'est installé, une fois que c'est parti, ça mine quoi? Du Monero. Pour tous les bienfaits que l'on connaît par rapport au Monero. Rappelez-vous, les bienfaits du Monero, ici, sont mal utilisés et ça permet aux hackers de se faire la belle avec le butin. Alors maintenant, on va au quoi? On va au Monero et on va regarder son analyse technique et son price action. Et ici, qu'est-ce que l'on voit numéro un? On voit qu'on est toujours quoi? Dans ce mouvement horizontal. On voit qu'on est ici sur la moyenne mobile de 104 semaines. Vous voyez 52 semaines ici en rose, juste là. On voit qu'au niveau auquel on est, donc les 116 $, si on regarde sur notre gauche, on voit que c'était un ancien niveau, une zone proche de la zone de résistance. Vous voyez qu'on avait les 140 $ ici. Le niveau juste en dessous, ce sont les 84, 85. Vous voyez qu'une longue période aussi, on s'était posé. Maintenant, on se dit, tiens, si on répète le même patron et on était posé ici pareil, vous voyez qu'au bout de cela, qu'est-ce qu'on voit? On peut voir une hausse. Donc là, si le patron se répète, rappelez-vous, on n'était pas au même endroit. Là, ici, on était sur la moyenne de 5 ans, donc toujours dans un buy side. On a eu un dip léger en dessous de cette moyenne-là, donc de marqueur de 5 ans du stochastique, donc dans le sell side. Mais ici, c'est différent. Ici, on est déjà dans le sell side et on est ici dans quoi? Dans la sous-évaluation. Donc, ce serait quoi? La première phase de la montée nous sortirait. Si on répète ce patron aussi, hein, vous voyez qu'ici on avait une espèce de mini tasse, sauf qu'ici c'est une grande tasse que l'on a. Si on sort de cette phase ici de sous-évaluation, ce serait quoi? Rentrer, revenir en zone de valeur correcte, mais toujours dans le quoi? Dans le sell side. Vous voyez qu'ici on a buté sur le sell side, enfin on a buté sur le marqueur de 50 et on est retourné en sell side et en sous-évaluation. Donc sortir de sous-évaluation, valeur juste dans le sell side, atteindre le marqueur 50, pulvériser le marqueur 50 avec une divergence et revenir dans le buy side et revenir haussier et se rediriger vers recréer un cycle au-dessus du buy side, donc entre surévaluation et évaluation juste, mais quoi? Ayant le marqueur de 50 comme support, donc se maintenir dans un buy side. Donc là, c'est ce qu'on s'attend à voir, mais oui, on a pas mal d'indécisions et maintenant on tend plutôt à aller vers le bas. Mais ici, qu'est-ce que l'on voit? Que la moyenne mobile de 104 semaines joue vraiment le rôle de support ferme, vu que ça fait déjà depuis le mois de juin, donc depuis le début de l'été qu'on s'est maintenu là. Donc là, c'est quelque chose de, enfin, fin du printemps et tout l'été, pour le moment, on est toujours là. Donc là, c'est quelque chose de clé. Qu'est-ce que l'on voit aussi? Toujours dans le sell side, pourquoi? Regardez la directrice de tendance, donc un haut plus bas, un haut plus bas, un autre haut plus bas, un autre point pivot et toujours en dessous de cette directrice de tendance. Donc ici, c'est la résistance avec un nuage de moyenne mobile juste au-dessus. Et c'est quoi? Le niveau clé, c'est être au-dessus des 200. Pulvériser les 200, aller vers les 300. Donc là, voilà exactement. Maintenant, avec ce qu'on est en train de voir, et ce que l'on a vu, les news négatives. Donc là, vous voyez que c'est ça, ça va être amplifié. Et donc là, on pourrait comprendre, tiens, si on voit le Monero continuer à aller vers le bas, c'est pour tout ce côté. Mais d'un autre côté, vous voyez que ces news négatives, elles éclipsent les progrès technologiques
de l'équipe au niveau de cette technologie blockchain. Ouais. Mais donc voilà, donc là on doit s'attendre quoi? Ben, à rester horizontal et au pire, si on perforce ce niveau ici des 116, donc en dessous des 100 dollars niveau psychologique, ce serait quoi? Aller vers les 85. Et maintenant, terminons ici avec le Verge. Et qu'est-ce qu'on a ici avec le Verge? On voit que quoi? Ben, le Verge continue à pénétrer pas mal de marchés. Et ici, on a vu quoi? On voit un nouveau listing à Huobi. Donc là, le XVG listé à Huobi. Donc là, pénétrer encore plus le marché asiatique. Magnifique. Toute pénétration, tout nouveau listing. Et quoi? Ça ramène de l'exposition. Maintenant, on voit quoi? On parle du XVG. On dit, bah, tiens, comment est-ce que le XVG pourrait commencer lui aussi à émuler ce que fait le XRP, donc de Ripple? Rappelez-vous que Ripple a des fortes pénétrations, des forts partenariats, des fortes collaborations, mais c'est basé sur quoi exactement? Et dans cet article, on revient dessus, c'est basé sur les collaborations et les partenariats avec des corporations. Donc ici, on voit bah, comment est-ce que le XVG pourrait faire pareil pour achever le même succès. Donc vraiment, comment dirais-je, s'agripper à ces partenariats forts qui, une fois que je suis en partenariat avec une entreprise qui est leader, qui a des grosses parts de marché, et si elle a beaucoup de clients, bah, d'office, ça va être la première solution que l'on va leur proposer. Donc ici, on revient un peu sur ce que pourrait faire le XVG. Donc on a vu un peu comment ils ont fait au niveau de la fondation, changement de nom depuis 2016, passé de Dogecoin Dark à Verge Currency. Donc ça, c'était quelque chose de bien. Et numéro 2, c'est quoi la chose qu'il devrait faire ici? Devrait être concentré sur quoi? Sur les partenariats avec des corporations. Parce que ça, c'est quelque chose de clé. Et c'est ce que Ripple a fait. Donc là, c'est apprendre de Ripple à ce niveau-là. S'assurer des partenariats, des collaborations clés avec des grosses corporations. Pourquoi? Les corporations sont déjà des compagnies qui sont effectives et qui sont édifiées solidement. Et bien évidemment, des multinationales. Et donc là, on l'a vu, leur premier, donc comment dirais-je, comment dirais-je, de ces partenariats forts, c'était quoi? C'était celui du Pornhub. On va revenir un peu plus tard dessus ici. Mais maintenant, parlons de cela. On voit que quoi? Ben, le Verge ici vient d'être intégré comme solution de paiement, donc comme moyen de paiement dans les point of sale, donc le point of sale, donc les terminaux Pundi X. Et donc là, c'est excellent. Donc là, maintenant, bah, quoi, à travers ce terminal, bah, on aura quoi? Bah, accès à différentes options de paiement et payer en Verge serait l'une d'entre elles. Donc ça, c'est quelque chose de bien, encore beaucoup plus d'exposition. Et on voit que le Verge aussi, ben, là, donc là, les personnes elles-mêmes de l'équipe de Pundix bah, disent le pourquoi, du comment elles ont accepté ce genre de ce paiement-là. Donc ça, c'est quelque chose de positif pour le Verge. Maintenant, ici, on est en train de parler de, rappelez-vous, donc ça c'est plutôt en relation avec l'article que l'on a vu, comment pénétrer différents marchés et ainsi de suite, et le focus sur les corporations. Donc faire ce que fait Ripple, mais au niveau bancaire, dans le secteur de la finance. Alors ici, c'est quoi? Ben, pour le Verge, ce serait pareil, de l'adoption. Et l'adoption chez eux, elle commence par quoi? On a vu exactement ce qu'ils ont fait au niveau de quoi? Ben, au niveau de Pornhub. Rappelez-vous, on a fait cette étude de marché, et vous voyez ici, on savait que ça fait quoi? On veut que l'industrie du divertissement pour adultes, c'est une industrie qui rapporte énormément d'argent. L'année passée, on a caressé les 100 milliards de dollars et cette année-ci, en 2018, on pourrait aller encore beaucoup plus loin. Donc, vous voyez qu'on avait cette étude de marché, on sait exactement c'est combien. Maintenant, c'est quoi? Lorsque ça génère cela, on a généré près de 100 milliards de dollars. Donc ici exactement entre 92, bon, l'autre rapport nous parlait de 97 milliards, mais bon voilà, on va dire qu'on est au-dessus des 90 milliards, donc net à l'année. Donc c'est une grosse industrie. Et maintenant on se dit, bah tiens, ça c'était généré comment? Donc ça c'est au niveau du paiement, donc ce que ça a généré. Maintenant au niveau des paiements, ben, on y arrivait à ces chiffres-là comment? Il y a des personnes qui ont payé en Visa, en Mastercard, en cash, avec PayPal et ainsi de suite pour les souscriptions à peu importe les services données là. Mais maintenant, bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, maintenant, l'un des moyens de paiement va être quoi? Bah, va être le XVG. Et vous avez vu qu'il y a aussi le TRX et le Zencash. Donc maintenant, c'est quoi? Bah, dans cette part ici, vu qu'on sait qu'il y a 100 milliards, donc si on doit nous se représenter ça, si on doit faire le fameux camembert, hein, donc si on doit se représenter ça comme ceci, ouais, on va arrondir, donc on va dire qu'il y a 90 milliards, donc billions, qui ont été générés. Bah maintenant, on peut se dire, bah tiens, ça c'est peut-être la part qui revient à Visa, paiement fait avec Visa. Ça c'est peut-être la part qui revient à Mastercard, American Express, on va dire ici PayPal. Et après, ben ici, ben, cash et tout ce que vous voulez. Maintenant, dans cette partie-là, ben, il y aura un tout petit camembert maintenant qui va être quoi? Ben, ici, pourquoi? Ben, pour les cryptos. Et dans ces cryptos-là, ben, il y en a trois qui sont en compétition. On a le TRX, on a le XVG et on a aussi le Zencash qui est là maintenant. Ouais, donc pour générer ces 90 milliards, ben, on est passé par cela. Maintenant, comment est-ce que chacune de ces entités fait son argent? Ben, imaginez-vous, c'est quoi? C'est un pourcentage au niveau des coms. Une com lorsqu'on utilise Visa et ainsi de suite. Donc imaginez-vous que là-dedans,
Chacune de ces compagnies a pu faire de l'argent là-dedans. Mais maintenant, imaginez-vous que quoi? Que les cryptos, tout simplement, arrivent à prendre, on va dire, si elles prendraient 10%, on va dire si 10% de ces 90 milliards, donc ça c'était en 2017, hein, ça avait été généré comme ça. Imaginez-vous qu'on a les mêmes chiffres. Imaginez-vous que ces 10%-là étaient générés avec des cryptos. Donc c'est-à-dire que dans les 90 milliards, il y avait exactement 9 milliards, donc 9 billion, qui étaient générés avec quoi? Avec des cryptos. Ouais. Et là, imaginez-vous qu'on aurait déjà le Zencash, le TRX et le XVG. Donc 10%, imaginez-vous, générer en crypto. Mais ça, c'est un chiffre gros. Imaginons que ça, c'est dans les 10 prochaines années qu'on peut arriver à générer 10%. Si on parle déjà de cette base, hein. Imaginez-vous aussi que ce marché continue aussi à augmenter. Donc là, maintenant, en 2018, on partirait peut-être de 100 milliards et, je sais pas moi, atteindre les 500 milliards, on va dire, en 2028. Donc, vous voyez la croissance que l'on peut avoir d'ici là. Alors maintenant, imaginons que la part des cryptos, imaginez-vous si elle reste toujours de 10%, mais que petit à petit, elle commence à monter, ou même qu'elle commence tout simplement à 9%, à 1%. Donc 1% ici, ce serait exactement combien? Ben, 9 milliards. Et de voir comment est-ce qu'on peut, et imaginons qu'en 2025, on arrive exactement à combien? Ben, qu'on arrive à 10%. Alors maintenant, imaginez-vous la part qui revient. Et que maintenant, ben, la part, ce serait quoi? Eh ben, 1% de commission lorsqu'on paye en XVG. Et si on paye en XVG, 1% de cela, ben là, après, il faut calculer ça. Donc, avec le moment là, on va pas commencer à rentrer dans les détails, mais vous voyez plus ou moins l'idée, c'est quoi? Comment est-ce qu'ils vont commencer à générer de l'argent et les commissions qui vont être prises ici, ben, c'est comme ça que la boîte va commencer à faire de l'argent. Et Visa fait de l'argent comme ça. Ça, c'est sa industrie à générer autant, mais les paiements qui ont été, donc le process des paiements fait via Visa, ben, Visa gagne de l'argent en quoi? Ben, en mettant une commission dessus. Imaginez-vous que c'est une commission, imaginez qu'il y a une souscription mensuelle qui coûte 30 dollars et que Visa prenne 1%. 1%, c'est quoi? Ben, c'est exactement 30 cents. 30 cents de dollars, ben voilà, chaque souscription va 37 dollars comme ça. Et imaginez-vous le nombre de personnes, la masse qu'il y a. Donc là, ce serait une manière que Visa aurait pour des souscriptions à un site. Après, imaginez-vous, je sais pas moi, pour je sais pas moi, un album, des revues, enfin, il y a énormément de choses, des produits, des outils, des articles coquins, tous ces trucs-là. Ben, imaginez-vous exactement, ben, à chaque fois que le paiement est fait via Visa, ben, Visa a une commission et c'est comme ça que Visa fait de l'argent. Donc après, Visa dans sa balance sheet, lorsqu'elle va faire son rapport trimestriel, elle va dire, ah, voilà, j'ai fait autant de process par année et par industrie, elle va voir exactement, bah, tiens, là j'en ai autant dans les magasins, j'en ai autant ici, et j'en ai autant online avec ci, ça, et voilà. Alors maintenant, bah, ce serait pareil ici au niveau du XVG. Ouais. Mais là, on va voir comment cela va se développer. Ouais, il faut qu'on ait des chiffres, c'est important. Et sur base des chiffres, des données que l'on a, rappelez-vous, hein, ce que je vous en parlais dans le documentaire, une fois qu'on a des chiffres, on peut commencer à faire des projections. Tant qu'on n'a pas de chiffre, tant qu'on n'a pas de data, on ne sait rien faire. Ici, on a déjà une partie des data, c'est ça. Donc on sait qu'il y a eu une masse qui a été générée en 2017 et ça continue à monter. Donc là, en 2018, on devrait atteindre les 100 milliards minimum ou les avoir dépassés. Maintenant, on n'avait pas encore de crypto. Donc en 2019, on verra, bah, tiens, l'intégration de ces cryptos et combien ça a été. Si on voit que dans ces 100 milliards plus qui ont été faits, et qu'on se dit, bah tiens, ici il y a 10%, 5%, 1%, 3% qui étaient générés en crypto, bah tiens, dans ces cryptos-là, on va dire, bah tiens, c'était laquelle qui a été la plus utilisée. Et par rapport à ça, on va pouvoir dire, bah tiens, s'ils ont commencé l'année comme ça, bah dans les 5 prochaines années, s'il y a toujours autant de demandes par rapport à ça pour être un moyen de paiement, et ben là, ça peut nous faire une projection. Donc, vous voyez que c'est important pour nous d'avoir des industries et ça nous permet réellement d'avoir des industries et des données claires. Et là, ça nous permet de voir, bah tiens, la progression de tel ou tel crypto ici. Donc là, c'est quelque chose de ultra, ultra important. Donc là, bah, voilà, ça c'est par rapport au Verge. Donc maintenant, on va finir ici avec quoi? Nous allons terminer ici avec l'analyse technique du XVG. Et qu'est-ce que l'on voit? Ben, comme on a vu avec les autres, on est ici sur le sol. On est sur un niveau de support. Vous voyez plus ou moins le même niveau que l'on avait là. Donc c'est exactement quoi? Les 1 CN, c'est des poussières. Et là, c'est quoi? Sous-évaluation, même niveau que là. Et ici, c'est quoi? Si on trace notre ligne ici, ouais, là, le niveau de support, le niveau de résistance qu'on a qui est clé, c'est quoi? C'est les 10 cents. Ouais. Donc là, vous voyez qu'on est en train de jouer comme ceci, comme cela, là, et là, maintenant, on est dans ce bloc. On a le même nuage de moyenne mobile ici. Donc réellement, si on veut vraiment se dire haussier, déjà, sortir de ce fameux sell side. Vous voyez qu'on en est hors du sell side, mais par fatigue, tout simplement pourquoi? Parce qu'on est arrivé au bout. Et là, maintenant, c'est quoi? Bon, on doit pulvériser le nuage de moyenne mobile, revenir au-dessus des 10 cents et à partir de là, recommencer un nouveau cycle haussier. Et là, bien évidemment, ici, c'est sortir du sell side, revenir ici en zone de moyenne juste. Donc fair value et ensuite passer au-dessus du marqueur des 50 et recommencer un cycle haussier. Donc ouais, on est loin. Ouais, on a pas mal de news, mais ouais que là, on est loin encore au niveau de l'adoption. Tout simplement, si on voit ben, l'adoption qu'ils viennent d'avoir au niveau de Pornhub, ainsi de suite et tout ça, bah ouais que là, ça vient à peine de commencer. On n'a pas encore les chiffres, on ne sait pas combien de paiements ont été procédés
comment dirais-je, le process de paiement qui ont été faits via le XVG. Donc là, on n'en sait rien. On n'a pas encore ces chiffres-là, on le verra par après. Donc là, ce sont des chiffres que Pornhub eux-mêmes vont pouvoir nous donner et rechercher cette industrie et voir cela. Donc vous voyez qu'ici, il faut de la patience. On est toujours dans cette phase embryonnaire, mais c'est quoi? Rappelez-vous, la clé, c'est quoi? C'est identifier des actifs qui ont un fort potentiel haussier et pouvoir rentrer dedans lorsqu'ils sont, lorsqu'ils sont en zone de sous-évaluation. Et ici, le potentiel haussier du XVG, ici, vous voyez qu'il est énorme si tout simplement on le prend par rapport à cette industrie. S'il arrive à rester fidèle à cette industrie, que ce mariage dure longtemps, ben voilà, il peut prendre une part de marché. Peu importe celle que c'est, mais c'est déjà bien d'avoir quelque chose et continuer à avancer. Donc après, c'est eux qui vont devoir donner et démontrer qu'ils ont des solutions de paiement qui sont au-delà qui sont bien mieux que celles de Visa, de Mastercard et bien évidemment des autres cryptos aussi qui sont offertes, donc Zencash ou TRX. Donc la compétition est ouverte et c'est à l'équipe maintenant à se développer, à montrer que c'est une blockchain solide, les transactions par seconde rapides, donc mises à l'échelle, ainsi de suite et tout ce qui va. Et cette fonction d'anonymat, de privacité, vous voyez comme on a vu le Monero, donc de ne pas me retrouver, donc de ne pas savoir d'où j'ai acheté, ultra important ça aussi. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de biens qui peuvent être rajoutés ici. Donc là, on va voir comment le tout va continuer à évoluer, mais pour le moment, on est encore sur le sol, pour le moment, on est encore bas, pour le moment, on ne voit pas ce retournement. Et pour le moment, on est là, dans une phase réellement assez ambiguë, mais ça ne doit pas. On doit toujours maintenir la tête froide. Pourquoi? Pour continuer à analyser les choses. Donc là, d'un côté, ici, on a fait nos analyses. Vous voyez, c'est comme moi j'ai analysé la chose. Donc là, ceux qui ont le Q3, vous avez vu, je vous ai simplifié au maximum l'accès réellement aux données et comment est-ce qu'on fait ce procédé. Et lorsque moi, j'arrive à une conclusion, c'est quoi en conclusion? First, grosse progression et compétition aussi avec d'autres cryptos, principalement grâce à l'aide de l'intégration de cette industrie. Mais maintenant, c'est quoi? Lorsque je vois ça comme ça, ma conclusion, moi, c'est accumuler, m'accumuler et regarder avoir un horizon long terme. Donc, c'est minimum 5 ans et bien mieux si on va plus. Moi, ma question, c'est pas où le prix du veux je vais être demain, mais où veux je vais être dans les 5 prochaines années. Minimum, ça, c'est ma première horizon. OK? Et lorsque je ferai le mini documentaire sur les crypto-economics, je partagerai des visions de venture capitalistes où ils montrent un peu quels sont les horizons de temps, quelles sont les métriques qu'ils sont en train de regarder réellement pour déterminer ce genre d'investissement parce que c'est important. Vous voyez, beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans ce qui est du court terme, mais ce n'est pas toujours la bonne. Ça dépend qui vous êtes. Vous voyez, c'est pas. Comment dirais-je? Vous devez regarder ce que vous êtes en train de faire, ça doit être en accord avec votre style de vie. Si vous travaillez 10 heures par jour, vous n'avez pas le temps d'être là de commencer à faire du day trading tout le temps. C'est impossible. Parce qu'il faut préparer vos sessions et ainsi de suite. Si vous avez le temps de faire cela, que vous travaillez à mi-temps ou quoi que ce soit, que vous avez beaucoup de temps à dégager, que vous pouvez passer 4, 5, 6 heures là, on va dire par jour, devant vos écrans et faire cela, ben voilà, tant mieux. Ça, c'est pour vous. Mais si ce n'est pas cela, vous devez adapter votre manière d'investir. Vous voyez, ça doit être adapté à votre style de vie. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Ça va vous permettre d'être mieux, de générer des gains et d'éliminer la frustration et la charge psychologique que cela va avec. Pourquoi? Ben parce que si vous êtes fou, si vous essayez de... Voilà, vous chaussez du 46 et vous tentez de rentrer dans un 42, ben, ça fait mal. Donc là, vous allez dire quoi? Bah tiens, je vais couper mon pied, je vais couper mes orteils afin de rentrer dans un 42. Bah non, cherchez-vous une 46 ou une plus grande. Vous voyez, quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise. Donc c'est pareil ici. Il y a différents profils. Cherchez ce qui vous convient le mieux. Vous voyez? Et ne vous laissez pas guider et influencer par le marché. Donc c'est pas le marché qui doit vous imposer sa manière d'être et de vivre. Ah, il le fait à un certain niveau, mais c'est vous qui devez trouver le créneau horaire et réellement dire, bah, tiens, voilà, moi je peux intégrer ça, cette manière d'opérer, je peux l'intégrer moi. Ici, dans ce que je fais, c'est en accord avec mon style de vie. Ça ne perturbe pas mon style de vie. J'ai du temps à dégager par rapport à l'apprentissage, par rapport aux analyses, mais voilà, ça va, tout va dans la même ligne, tout est harmonisé. Vous voyez? Et tout n'est pas chamboulé dans ma vie, parce que c'est beaucoup de travail. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Donc un grand merci pour toutes ces news hein, à Nadi, Patrick et à Johan. Donc un grand merci pour votre rapport au quotidien. Un grand merci aussi à tous ceux qui soutiennent le canal. Donc là, vous savez bien, moi, vous pouvez me retrouver au www.ictum.com pour tout ce qui est consulting et recherche et services et solutions d'initiation, vidéo modules et tout ça. Donc là, vous me contactez par email ou via la page internet du www.ictum.com. Vous avez le box de messages ici en dessous. Et donc là, ben voilà, je reviens vers vous le plus vite possible et on verra comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et surtout comment est-ce que moi je peux vous orienter, vous inspirer et vous permettre de commencer votre carrière, votre trajectoire sur les bons rails. Ok? Donc voilà.
Donc, encore une émission dans la boîte et nous, on se retrouve demain, mercredi, pour une journée qui encore, oui, c'est important d'avoir cette journée en plein milieu de la semaine. Pourquoi? Ça recharge nos batteries. Demain, c'est la journée Ripple, le trône et tout ce qui va avec. Donc, encore une journée magnifique. OK? Donc, voilà, un grand merci à tous. Vous passez une excellente journée et on se retrouve demain. Bye bye.